Pour arrêter les dilatoires, j'ai avec moi le décret sur l'urbanisme, qui dispose de son dernier alinéa. Les prescriptions du présent article sont applicables au pouvoir public. Si vous voulez, je vous le dis. Une casuistique. Carlos Tequesana est un particulier. Vous comprendrez votre honneur que dans les cas sous examen, le ministère public s'efforce sur une loi abrogée et sur des textes qui ne concernent pas les particuliers. C'est qu'il faut la constitutionnalité de cette affaire votre honneur. Alors, autre chose. Ici, les avocats de la partie civile ont dit quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Maître, vous avez 30 secondes, venez-en, mais allons plus vite. Pour qu'un acte soit récevable par votre juridiction, Monsieur le Président, il faut qu'il soit bien rédigé et bien signifié. Quant à la rédaction, on dit que la citation a prévenu doit mentionner à la requête de qui elle est faite. Elle est faite par le ministère public, d'accord. Alors la signification. Lorsqu'on signifie une personne, il faudrait qu'il y ait la signature de ces derniers dans ces textes qui dit que j'ai bien été signifié. Que le ministère public vous brandisse l'acte. Nous l'avons ici. L'acte n'est pas signifié, votre honneur. Aussi, lorsqu'on dit qu'un acte va porter le sceau, nous avons mentionné le décret. Nous avons l'acte, Monsieur le Président, ni signifié, ni bien rédigé, et avec un manque de sceau. Ici, on dit que l'irrégularité de l'acte n'entraîne l'air militaire que si elle nuit au parti. Ici, c'est la volonté du législateur qui a été violée. Alors, le grief que nous avons subi, c'est que notre client se présente devant le juge de juridiction pour des faits qui ne sont ni prévus, ni punis. Il est accusé, votre honneur, accusé. Quel grief vous voulez encore? C'est ça même le grief. J'ai aimé la manière dont le ministère public a articulé. Il dit, lorsque nous films étudiants, dans des procès fictifs, on s'entendait. Mais ici, nous sommes dans un procès réel. Alors, si le ministère public aime beaucoup revenir dans les études, il doit revenir dans le bord de l'université, votre honneur. Ici, nous sommes dans un procès réel. Alors, nous avons constaté des irrégularités. Si le tribunal s'estime que non, il peut statuer sur l'affaire, pas de problème. Mais rassurez-vous qu'il y aura un jugement. Que nous, moi, je vais vous publier ça. Nous avons dit. On est au tribunal. On est au tribunal. Le ministère public article, nous avons trois types d'exceptions. Déclinatoire, péremptoire et dilatoire. Il n'arrive pas à se situer pour comprendre la quintessence des écritures que nous sommes en train de soulever. Vous prenez un fait de la constitutionnalité est une exception péremptoire. Elle peut être fin à rigueur ici, votre honneur. Je laisse ça. Je passe à la réclamation. Monsieur le Président, vous remarquerez que le ministère public viole intentionnellement la loi. Je viens de noter que le ministère public dit que la mise au rôle n'existe pas en droit, alors qu'il existe en quoi? Dans une série? Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il estime que la mise au rôle n'existe pas en droit, alors sur ce, il est en train de violer le prescrit de l'article 19 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être soustrait ni distrait du juge que la loi lui assigne. Et donc, le ministère public qui s'est attribué le dossier RMP devient juge de nos clients. Or, Monsieur le Président, nous vous avons brandi l'arrêté d'organisation judiciaire en ces articles 23, 24 et 202. Nous avons été clairs sur l'article 202 qui énumère les mentions, les abréviations qui doivent contenir l'enregistrement ou la mise au rôle. Nous avons cité
le RC en matière civile, le RP en matière pénale. C'est contenu là dans le texte. Mais comment est-ce que le ministère public, qui est gardien de la loi, nous dit ici que la mise au rôle n'existe pas en droit? Alors, Monsieur le Président, nous vous demanderons d'attribuer les dossiers au ministère public afin qu'il viole les principes de l'article 19 de la Constitution. Nous avons dit. Merci beaucoup, maître. L'ordre public et pas des militaires sans bien. Il tient au parti les leçons de vie. Mais quand il y a une régularité de l'exploit, pour ce qui utilise son rôle, Monsieur le Président, c'est un problème qui est administratif. Et on ne voit pas les griefs. Il n'arrive pas à démontrer les griefs. Et l'article 28 vient enchaîner en disant aucune nullité, aucune régularité des fois n'entraîne leur nullité, sauf si elle est aux intérêts de la partie adverse. C'est clair. Et les mentions substantielles posées à l'article 57, on ne voit pas le mise au rôle, Monsieur le Président. Donc vous avez donc vous déclarer celle-ci, et quant aux exceptions, c'est pas, monsieur. Votre honneur, je pose la question de savoir. Devrions-nous rentrer encore au parquet pour aller effectuer le stage ou pas? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que devrions-nous encore? Parce que mon cher collègue vient de dire que la mise en rôle n'est qu'une affaire administrative. Je ne suis pas ici présent pour vous expliquer les notions du droit administratif. Non. Mais pourquoi êtes-vous présent? C'est la question qu'on doit se poser. Si l'affaire n'a pas été inscrite au rôle, pourquoi vous êtes là? La question est claire. Vous êtes là pourquoi? Arrêtons de soulever des exceptions dilatoires qui feront en sorte de faire traîner l'affaire. Permettez au tribunal, ayant un pouvoir discrétionnaire, enfin de se déclarer saisi par rapport à l'exploit. Mes chers confrères, comprenez, le droit est vaste, mais l'interprétation, ça se diffère. Vous avez une mauvaise interprétation du droit. Nous avons dit. Pour le fait que l'infraction pour laquelle le ministère public poursuit n'existe plus du fait de l'abrogation de la loi. Mais seulement l'action intentée par le ministère public à l'égard du prévenu Martin Mactezo est déclarée recevable. Alors pour ces faits, nous allons poursuivre. Alors, les prévenus, la partie prévenue et la partie civile, les tribunaux nous informent qu'elle est déclarée valablement. 1983, marié à Madame Blessing Pioka et père de 3 enfants. Pour avoir commis l'infraction d'homicide par imprudence à Kinshasa, ville de ce nom, et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 20 septembre 2025, aux environs de 14 heures, au regard du délai qui a été largement dépassé suite aux travaux et rénovations de l'immeuble de M. Carlos de Casala, en voulant accélérer les travaux, M. Martin Mactezo intima l'ordre à un ouvrier, surnommé Lucas, répondant au nom de bourgeois Lukaku, de manœuvrer une lance béton électrique qui est un engin mécanique qui nécessite une vérification préalable et régulière pour son bon fonctionnement. Alors, dans le chef de celui-ci, le ministère public établit l'infraction d'homicide par imprudence, qui sont les faits prévus et punis par les articles 52 et 53 du Code pénal, livre 2, relatif à l'homicide et des lésions corporelles.
Merci au organe de la loi volontaire ou issu par défaut de prévoyance par imprudence. La parole sera accordée aux avocats de la partie civile pour votre intervention. Merci une fois de plus, chers membres de la composition. Permettez-moi de vous mettre au parfum de la dite affaire. Votre honneur, Yuranorit Kiriat, ou Eritas Fakit Legem. Je ne suis pas censé, votre honneur, de vous rappeler ce que cela veut dire. Yuranorit Kiriat veut simplement dire le parti a l'obligation de dire les faits et la juridiction a l'obligation de dire les droits, les jus dicere. Et votre honneur, Eritas Fakit Legem, nous sommes de ceux qui pensent que le droit est droit parce qu'il y a l'existentialisme de la vérité. Et votre honneur, nous sommes en matière pénale, ce qui veut dire que le juge n'est pas inactif, mais il est actif. D'abord, on le met sur le... Excusez-moi, votre honneur. Votre honneur, le fait professeur José Mantende, dans ce qui disait dans son ouvrage de la procédure pénale, que juger n'est pas d'abord l'application d'un tarif, mais juger, c'est d'écouter, juger, c'est de comprendre sans excuser. Votre honneur, tout commence avec l'existentialisme et le présentéisme d'un contrat de construction entre l'entreprise Matisol et M. Carlos Tegazala. Votre honneur, cette entreprise qui est une personne morale sera représentée par le chef du chantier qui s'appellera au nom de Martin Matezo. Votre honneur, il a été pris comme étant le chef du chantier. Quand il commença en date du 15 avril 2025, il a commencé les travaux de la construction. Les travaux allaient très bien, de manière impeccable, votre honneur. Mais les travaux de la construction vont connaître un retard, dû à des cas de force majeure. Mais votre honneur, il est aussi important, puisqu'il y a eu un contrat, il y avait un contrat entre la dite entreprise et M. Martin et M. Carlos Tegazala. Le problème est que Martin Matezo s'est retrouvé sous la pression de M. Carlos Tegazala en disant que monsieur, vous n'avez pas encore effectué le travail qui vous a été confié. C'est ainsi, votre honneur, je tiens à vous rappeler que chaque fois qu'il y avait un travail au sein du chantier, il y avait une vérification régulière de la machine, ainsi de tous les matériaux. Cela veut dire, étant professionnel, c'est aussi une obligation légale en matière de construction. Votre honneur, le chef du chantier, voyant que le délai de 24 heures qui lui était donné en fonction, c'est conformément aux exigences contractuelles, c'est ainsi, votre honneur, il donnera l'ordre à un monsieur qui s'appelle un ouvrier, en leur disant: la machine avait fonctionné hier, si certainement elle fonctionnera aujourd'hui. La question qui se pose, votre honneur, sans se poser, mais qui mérite quand même d'être posée, c'est de savoir: est-ce que M. Martin Matezo est-il Dieu pour savoir que la machine avait fonctionné hier, elle fonctionnera aujourd'hui? La deuxième question: est-il omniprésent, omnipotent, omniscient pour le savoir? Votre honneur, c'est ça la question qu'il faut se poser. Mais votre honneur, permettez-moi de chuter. Il donnera l'ordre à une personne novice, inexpérimentée, qui ne connaît même pas le fonctionnement de la dite machine. Il lui dira: vas-y, pouvoir manœuvrer la machine. Il est frappé d'une carence notoire en matière de manœuvrer la machine, votre honneur. C'est ainsi que ce gène commencera par l'exécution du travail, c'est de l'ordre donné. C'est ainsi, votre honneur, lorsqu'il va aller pour pouvoir manœuvrer la machine, les câbles usés se rompent brutalement, votre honneur, et tombera sur la tête d'une dame qui passait, qui s'appelait Madame Bénédicte Molle, âgée de 65 ans, votre honneur. Je me pose la question: où est-ce que ces enfants iront, votre honneur? Votre honneur, vous pouvez compatir avec moi, sans pour autant évoquer certains de la terre par devers vous souhaitez monopoliser la parole. Monsieur Président, honorable membre de la composition, une fois de plus, merci pour la parole accordée. Nous devons votre office au tribunal qu'il plaise de recevoir
ma plus haute intelligence qui se fera ressentir par mes allégations. Honorable Président, honorable membre de la composition, devant votre audience au tribunal aujourd'hui, si nous sommes là, c'est suite à un fait ou à un comportement qui conduit à une responsabilité pénale. Honorable Président, la responsabilité pénale aujourd'hui incombe à M. Martin Matezo. J'ai longtemps entendu parler des avocats de la partie adverse du professeur Serge Makaya. Mais je tiens à rappeler que le maître de maître n'est rien d'autre que le professeur Emmanuel Janvier Zolobana, qui souligne que la responsabilité pénale est une obligation légale pour une personne de répondre à une infraction et d'en subir une peine prévue par la loi. Honorable Président, une fois de plus, il est important et primordial de dire à votre audience au tribunal que la responsabilité pénale de M. Martin Matezo a été bel et bien, sans aucun doute, établie par le ministère public. Honorable Président, le professeur Bayona Bamea, de Res Mémoire, dans son ouvrage de droit pénal spécial, en ce qui concerne les infractions involontaires, dit ceci: la faute pénale non intentionnelle c'est défini comme le comportement d'une personne qui n'a pas prévu ce qu'il devait et pouvait normalement prévoir. Non, Président, il est important devant votre audience au tribunal de rappeler, mais aussi de rappeler à ceux qui sont venus suivre ce procès, que ce que M. Martin Matezo devait prévoir, c'était une vérification préalable et quotidienne. Dans le cas sous examen, retenez, honorable Président, cher membre de la composition, que M. Martin Matezo n'a jamais prévu une vérification préalable, mais aussi quotidienne. Honorable Président, puisque j'ai été longtemps dans la doctrine, le décret, honorable Président, du 30 janvier 1940, portant code pénal, en vertu de ses articles 52 et 53, comme venait de le dire l'organe de la loi, tantôt, dispose que, je suis dans l'article 52, honorable Président, permettez-moi de lire l'article 52, l'article 53 s'il vous plaît. Monsieur le Président, il est dit dans l'article 53, ou il est disposé dans l'article 53 du Code pénal, livre 2, que quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'une servitude pénale de 3 à 2 ans et d'une amende de 50 000 saillies. Honorable Président, pour Alex, c'est texte. La loi est dit, mais c'est la loi. En vertu de ces articles, honorable Président, nous demandons à votre audience au tribunal de punir conformément la partie civile et plus précisément le prévenu. Honorable Président, nous allons citer par une jurisprudence, comme vous le savez. La jurisprudence est une source de droit en droit congolais. Nous avons une jurisprudence de la Cour de cassation du 11 mai 1993 qui dit ceci. La Cour qui dit ceci. Le juge se déclare et afflige une peine au chef de chantier responsable pénalement lorsque la négligence ou le défaut de mesures de sécurité lui incombe. Honorable Président, en vertu de cette jurisprudence, nous demanderons à votre cour d'être suffisamment éclairé et d'établir réellement et dire que M. Martin Matezo est responsable pénalement. Qu'il plaise, honorable Président, à votre audience au tribunal, de pouvoir passer la parole à la suite pour une suite plus favorable et très riche de nos propos. Merci. Nous sommes ici pour établir la responsabilité civile. La responsabilité civile qui n'est rien d'autre que la réparation à votre honneur. Ici, dans cette affaire, votre honneur, il y a eu un contrat au départ
un contrat que l'entreprise Bâtisseur, votre honneur, qui a contracté avec M. Carlos Tekezela, qui au départ a voulu, votre honneur, rénover sa maison, votre honneur. Ceci, votre honneur, M. Carlos, M. Martin Mathieu, votre honneur, qui avait l'obligation, votre honneur, de pouvoir sécuriser le périmètre du chantier, n'a pas pu remplir à son obligation sempiternelle, votre honneur. Mais votre honneur, il vous conviendra, votre honneur, de vous rappeler que la mort qu'a connue Madame Bénédicte Boyo n'est rien d'autre que l'événement, votre honneur, qui a survenu tout au cours de l'évaluation des travaux que l'entreprise Bâtisseur avait délégué, votre honneur, Martin Matezo, pour qu'il puisse effectuer ces travaux-là. Votre honneur, ceci dit, nous allons exiger qu'il y ait une réparation totale, étant donné que toute idée de préjudice, votre honneur, entraîne automatiquement une idée de réparation. Et sur ce, votre honneur, nous nous sommes fondés sur les dispositions du Code civil, livre 3, qui dispose clairement qu'on est responsable non seulement, votre honneur, des actes que l'on pose, ou soit des actes que l'on pose par son propre fait, mais aussi des actes que l'un de nos préposés peut poser, auxquels on doit répondre, votre honneur. Et c'est sur cette disposition légale, votre honneur, que nous nous sommes permis, votre honneur, de pouvoir fonder nos prétentions, parce qu'on ne peut pas parler sans pour autant voir le décret sur la loi. Votre honneur, nous avons dit. Établi et de condamner les prévenus selon leur degré de responsabilité. Monsieur le Président, Madame la Composition, qui de celui qui prend un couteau, le plante dans le corps de l'autre, et de celui qui confie un travail aussi dur à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, par voie des conséquences, entraîne la mort d'une personne, en l'occurrence Madame Boyo Bénédicte, que nous représentons devant votre auguste tribunal. Monsieur le Président, Madame la Composition, essayez de comprendre que dès lors il y a une faute qui est commise, dès lors il y a une infraction qui est commise, et bien la réparation est la voie logique. Conformément à l'article 258 du Code civil livre 3, tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par lequel est arrivé à réparer. Mais moi je m'étonne, votre honneur. Nous sommes dans un procès et nous avons par devant des avocats qui utilisent ChatGPT, nous avons par devant nous des personnes qui recourent à d'autres sources de droit. Mais nous devons être factuels en ceci que il y a mort d'homme. Mais nous sommes ici, il y a une dame qui est partie. Il y a des héritiers qui sont en train de pleurer. Eh bien, Monsieur le Président, Madame la Composition, il faudrait retenir que cet acte ne peut pas être impuni. Voilà pourquoi en dépit de tout ceci, les ayants droit sollicitent 30 000 $ au titre de préjudice moral en raison de la douleur et du choc émotionnel. 5 000 $ pour les frais funéraires et 15 000 $ pour la perte de soutien et le manque à gagner. Monsieur le Président, Madame la Composition, le montant total de la réparation sollicitée s'élève ainsi à 50 000 $ américains. Ce montant est équitable, proportionné à la gravité du dommage et conforme au principe de droit congolais. Monsieur le Président, Madame la Composition, là où une imprudence fautive a causé la perte d'une vie humaine, la réparation ne peut être symbolique. C'est pourquoi il vous est respectueusement demandé de dire le lien de causalité établi
et de condamner les prévenus selon leur degré de responsabilité au paiement de la somme de 50 000 $ à titre de réparation civile. Maître Bassanga, le requin blanc, nous avons dit. Nous passons la parole à la suite. Nous avons dit. Merci beaucoup, maître, pour votre brillante plaidoirie. Président, nous avons accordé encore une fois de plus la parole pour me permettre, au devant de votre auguste tribunal, d'accomplir les fonctions du ministère public conformément à l'article 10 du Code d'organisation judiciaire. Monsieur le Président, chers assesseurs, nous sommes tous ici sans ignorer que le fondement même du droit pénal est l'infraction. En droit pénal, il existe un principe sacro-saint qui est nullum crimen, nullum lucum, nulla poena sine lege, qui se traduit littéralement par nul crime, nulle procédure, nulle peine sans la loi. Monsieur le Président, le ministère public retient et y établit l'infraction d'homicide involontaire ou par imprudence, tel que le prévoit les dispositions des articles 52 et 53 du Code du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. Mais bien avant cela, étant donné que nous sommes devant une matière très technique, parce que il s'agit d'une infraction qui a été connue, non pas directement, mais indirectement. Alors, dans les cas sous examen, il faudrait asseoir la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique qui a intimé l'ordre à son subalterne d'exécuter. Et pour cela, il faudrait rappeler que nous sommes de la famille romano-germanique. Et si souvent, nous nous basons sur des jurisprudences françaises et belges, et même voire à des auteurs français et belges. Et par conséquent, je vais citer ici au devant de votre auguste tribunal un auteur que j'aime beaucoup, Jean Pradel. Monsieur le Président, dans son ouvrage Le traité de droit pénal, le droit pénal français, bien sûr, j'allais dire, Monsieur le Président, il assoit le principe de la légalité de l'ordre donné. Et il dit dans son ouvrage que lorsque l'ordre est légal, la responsabilité pénale n'incombe pas à l'exécutant, mais à la personne qui a donné l'ordre, à condition que l'exécutant l'ait exécuté dans les limites de la loi. Ici, Monsieur le Président, pourquoi j'évoque ces principes? Parce que lorsqu'on interprète, l'ordre a été donné par M. Martin Lucas, ou par M. Martin Mathézo Julien à l'ouvrier Lucas. L'ordre qui était d'aller manœuvrer une machine. Mais, bien évidemment, étant chef de chantier et ayant une expérience de plusieurs années d'ingénierie, il devait préalablement passer à la vérification de la dite machine. Mais, par imprudence, par manque de précaution ou par manque de prévoyance, il intima l'ordre en ces mots, je cite, la machine avait travaillé, avait fonctionné hier, elle fonctionnera aujourd'hui. Donc, vous comprendrez donc que l'ordre est légal et l'exécutant, dans son exécution, a exécuté dans les limites de la loi, Monsieur le Président. C'est là même que se situe la pourquoabilité du pourquoi, pour ne pas dire la problématique du problème. Comme l'aime bien le dire un enseignant en moi, Maître Steve Yaya, le père du kiaïsme.
Alors vous aurez donc compris, Monsieur le Président, qu'ici l'interprétation est claire. Nous avons essayé d'asseoir convenablement la responsabilité pénale qui incombe à M. Martin Mathis au temps supérieur et ayant donné l'ordre. Et nous avons prouvé au devant de votre vice-tribunal l'irresponsabilité de Bourgeois Lukaku. Passons alors à l'infraction de l'homicide involontaire ou par imprudence. Conformément au professeur Likouloa, dans son ouvrage ici présent, le droit pénal spécial Zaïrois, et conformément au libellé des articles 52 et 53, il dit que l'infraction d'homicide volontaire doit, pour son établissement, pour son établissement, j'allais dire, la réunion des trois éléments intrinsèquement liés. Le premier élément est l'élément matériel, qui suppose que la mort de la victime doit être le résultat de la faute de l'agent. S'il n'y a pas mort, on ne peut pas parler d'homicide involontaire. On parlerait plutôt de lésion ou blessure par imprudence. Le deuxième élément, qui est la faute de l'agent. Le professeur Likou l'a dit ceci dans son ouvrage de droit pénal spécial d'Aïwa. Nous devons d'abord, bien avant tout, nous devons d'abord définir ce que une faute en droit pénal congolais. Et pour ça, je vais faire une petite lecture. La faute en droit congolais est définie comme une erreur de conduite qui permet d'imputer à un agent une conséquence dommageable d'un fait qu'il n'a pas voulu provoquer. Ou en d'autres termes, le fait de l'agent de n'est pas. Tout ça, le fait de l'agent ne doit pas être le résultat d'une volonté positive, mais une erreur qui peut être soit psychologique, soit intellectuelle, ou encore une inertie de volonté. Vous comprendrez donc que par inertie de volonté, par manque de précaution et de prévoyance, M. Martin Matezo n'a pas, dans son rôle et dans son expérience d'ingénieur, n'a pas préalablement passé à la vérification qui devrait être faite, Monsieur le Président. Et cela a engendré la mort de la victime qui est Mme Bénédicte Moïse. Et troisièmement, par rapport au troisième élément, il faudrait qu'il y ait un lien de causalité entre la faute qui a été causée et le dommage que subit la victime. Monsieur le Président, avons-nous besoin de lunettes, ou soit avons-nous besoin d'appareils auditifs pour comprendre le son? Je vais vous donner un exemple, une petite illustration. Je ne sais pas si vous savez de quoi a l'air une lance béton. J'espère que vous le savez. Vous avez au moins une idée. Ce sont des camions qu'on utilise pour jeter les bétons. Donc, lorsqu'il faut couler les bétons, on fait souvent appel à ces genres de machines pour aller plus vite. Et ce jour-là, dans l'exécution de l'ordre qui lui a été donné, Lucas a parfaitement exécuté ce qui lui a été demandé. Mais le comble est que le câble qui soutient, parce que ça a une forme de grue, hein, le câble qui soutient le tuyau ne se rompt pas brutalement. Et c'est ce qui a occasionné la mort de Mme Bénédicte Moïse. Monsieur le Président, vous serez des mèches avec moi, cher membre de la proposition, cher juge assesseur, que c'est le manque de prévoyance et le manque de précaution dans le chef de M. Martin Matezo, Julien, qui, si et seulement si, aurait procédé à la vérification légale et préalable de la lance des temps, l'audience de ce jour n'aurait pas eu lieu. Et Mme Bénédicte Moïse serait peut-être en ce moment avec ses enfants et petits-enfants. Alors, requiert
aux prévenus Martin, Mathéo, Julien une peine d'une année de servitude pénale et une amende de 50 000 $ américains en guise de dommages et intérêts conformément au libellé des articles 258 et 259 qui disposent tout fait quelqu'un que l'homme qui cause préjudice à autrui oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et l'article 259 renchérit en disant ceci: chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence. Et l'article 269 renchérit encore plus. Mais faute de temps, nous ne ferons pas la lecture des textes. Alors, Monsieur le Président, merci de m'avoir accordé votre temps. Nous avons dit. Aux avocats de la partie prévenue pour leur intervention. Le fait, le droit et la conclusion. Maître, vous avez la parole. Merci, votre honneur, de la parole accordée. Je pense qu'il a manqué quelque chose au réquisitoire du ministère public pour que celui-ci soit parfait. Votre honneur, c'était Alléluia. Amen. Pourquoi Alléluia, Amen? Je voudrais dire quelque chose ici. Lorsque j'étais étudiant à l'Université libre de Kinshasa, mon professeur de logique avait l'habitude de dire quelque chose. La règle de la résultante voudrait à ce que tout ce qui précède et ce qui succède. Ce qui veut dire que la pluie est la conséquence de l'évaporation. Le sommeil est la conséquence de la facture. Alors, quid de la lecture? La lecture a pour conséquence l'intelligence. Et lorsqu'on ne lit pas assez, c'est là qu'on tente de faire tomber les criminels dans nos croquillons. Chose que le ministère public a fait. Il y a un principe général de droit qui dit Actori incumbit probatio. Traduisez, la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. In casus belli, qui allègue le fait? Le ministère public. Ça ne s'arrête pas là. Les demandeurs qui ne peuvent pas libérer les défendeurs. Et les défendeurs qui soulèvent une exception, on devient demandeur. Nous avons remarqué ici que le réquisitoire du ministère public était une parole d'évangile à laquelle nous sommes censés dire Amen. Alors nous refusons votre honneur de dire Amen. Car le ministère public a eu le temps d'instruire l'affaire. Il n'a brandi ici aucune preuve. Qu'a servi l'instruction de ce dernier? Pour qu'il puisse identifier que Martin Mathéo était coupable. Il n'a brandi ici aucune preuve. Selon l'évangile du ministère public, Martin Mathéo aurait dit à un ouvrier stagiaire que la bétonnière avait bien fonctionné hier. Elle peut encore fonctionner aujourd'hui. Où était le ministère public lorsque Martin Mathéo était en train de dire ça? Il était où? Nous comprenons ici que le ministère public est omniscient, omnipotent et omniprésent. Comment il a su ça, votre honneur? Nous nous rendons compte que le ministère public a passé tout son temps à exonérer le cadre, plutôt qu'à établir la responsabilité du chef de chantier. Qu'a fait le cadre dans le cas sous examen? Aussi, le ministère public a dit que la responsabilité du supérieur hiérarchique était établie, se basant sur le droit comparé. Je me pose la question, quelle est la force probante du droit comparé devant notre office de juridiction? La responsabilité du supérieur hiérarchique en droit pénal ordinaire. C'est la sorcellerie juridique, votre honneur. Je me laisse compléter. Monsieur le Président, l'un des avocats vient de dire que le droit est droit parce qu'il y a l'existentialisme de la vérité. Mais ce qu'il a oublié de préciser, c'est que il y a une différence de la vérité dans la compréhension de tout le monde et une différence de la vérité dans la compréhension des juristes. La manière dont nous concevons la vérité en droit, ce n'est pas de la même manière que le prophète conçoit la vérité. Monsieur le Président, qui dit vérité en droit dit qu'il doit y avoir d'abord la vérité ontologique, c'est la vérité comprise par tout le monde. Plus preuve, Monsieur le Président, plus preuve.
En droit, la vérité doit être accompagnée d'une preuve. C'est-à-dire, lorsqu'on se borne à dire que Monsieur le Président, c'est la vérité, nous devons également démontrer cette vérité au moyen de preuves, Monsieur le Président. Ici, le ministère public vient de nous étayer les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide par l'imprudence, Monsieur le Président, en vous disant qu'il faut qu'il y ait l'existence d'une faute, des dommages, le lieu de causalité. On vient de vous énumérer la faute. Nous avons remarqué que le ministère public s'est inspiré d'un film d'animation de Peter et Clochette pour asseoir son réquisitoire. Parce que c'est dans ce film qu'on va commencer à vous raconter des histoires imaginaires. C'est ce que le ministère public a fait. Il vous dit que les câbles se sont rompus. Le ministère public était là lorsque cet événement s'est déroulé. Le ministère public n'était pas là. Le ministère public vous dit que la dame est décédée. Par quel acte on peut démontrer la mort en droit, Monsieur le Président? Parce que la mort est une question qui a échappé au législateur, Monsieur le Président. Que le ministère public vous démontre ici que la dame est réellement décédée. En vous démontrant que la dame est décédée, elle doit également vous démontrer la cause du décès de la dame. Pour arriver à marier le fait ainsi que le dommage. Parce que ici, le dommage, c'est la mort de la dame. Mais on doit dire que la mort de la dame est venue du fait que quel incident s'est déroulé dans les chantiers. Que le ministère public vous le démontre. Nous allons aider le ministère public. Peut-être qu'il ne sait pas quel acte il peut pouvoir dire. Monsieur le Président, le seul acte en droit que le juge peut se fonder pour fonder sa conviction quant à la cause de la mort, c'est le résultat de l'autopsie. Le ministère public a-t-il un résultat de l'autopsie qui nous indique que le décès de la dame est venu du fait qu'il y a les câbles qui se sont remplis, les câbles ont fouetté la dame s'est fracturée, la dame s'est fracassée, etc. Non. C'est dit que dans le film d'animation de Peter et Clochette, on peut vous dire ça, et non devant vous, Monsieur le Président. On doit quand même avoir du respect devant le tribunal. Mais Monsieur le Président, nous allons essayer de vous démontrer. Renverser tous les arguments du ministère public. Il a dit que Bourgeois était novice dans la compréhension de tous, aide-maçon. Il n'avait pas l'expérience. Nous allons vous démontrer que ces allégations sont fausses. Que notre client, que M. Bourgeois a bel et bien de l'expérience. Nous avons des points de démontrer. Le ministère public vient également de dire que il y a un lien de causalité. Nous allons vous démontrer qu'ici, il n'y a pas un lien de causalité entre la faute et les dommages. Ils vous ont dit que la machine, plutôt la bétonnière, c'est une machine qui lance le béton. Mais Monsieur le Président, lorsque vous lisez la citation, les arguments qu'a avancé le ministère public, il a dit que c'est le ciment qui est tombé sur la dame. Mais on doit revenir en fait de la construction. Peut-être que le ministère public est en train de confondre ce qu'on appelle ciment, mortier et béton. Dans la situation, le ministère public a repris le ciment. Monsieur le Président, ciment, c'est une matière poussiéreuse. Mortier, c'est la solution du ciment, sable et eau. Et qui dit béton, dit la solution ciment, sable, eau, plus gravier. Mais le ministère public s'est repris le ciment. Le ciment qui quitte de la 4e étage et qui vient tomber sur la dame et tue la dame. Monsieur le Président, mais on est où là? Ça va pas, non, Monsieur le Président? Nous allons vous démontrer par des actes concrets que tout ce que le ministère public vient de raconter, ce ne sont que des imaginations, Monsieur le Président. Nous nous laissons compléter. Monsieur le Président, Monsieur le Président, mais le droit auquel nous venons défendre ici n'est pas une scène de théâtre de Kirikou, où l'on dit que Kirikou a couru 50 km, 100 km, il a renversé la marmite de Mandona et par rapport lui attrapé. Mais non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ici, nous venons vous démontrer les preuves, chose que le ministère public n'a pas fait. Et Monsieur le Président, vous remarquez que dans le tir du ministère public et dans le tir des avocats de la partie civile, il y avait bel et bien contradiction. L'un dit qu'il y avait une vérification régulière. Il nous a dit, et il était très conscient en le disant.
C'est-à-dire qu'à la place du ministère public, l'avocat de la partie civile qui vous en a réalisé vous a dit qu'il y avait bel et bien une vérification régulière de la machine. Et nous le prouvons par devant vous par ces rapports techniques de construction qu'il y avait bel et bien contrôle de la machine avant l'utilisation. Monsieur le Président, nous n'avons plus rien à dire. Nous nous sommes contrôlés. Votre mère, j'ai été estomaqué de voir que le ministère public, l'organe de la loi, se perdit dans la loi. Votre mère, je n'arrive pas à comprendre. Voilà pourquoi j'aimerais aller dans l'imaginaire. Je me demande quelle était la situation géographique d'abord de l'immeuble, la situation géographique. Et comment la dame est décédée. Parce que même le ministère public ne nous a pas brandi l'expertise médicale qui prouve que la dame est décédée, eu égard à cet acte. Ils ne nous ont pas brandi l'acte de décès. Et puis votre honneur, le ministère public affirme que M. Bourgeois Lukaku était un individu sans expérience. Votre honneur. Ce qui revient à dire que le ministère public était déjà à Capella, son esprit était à Capella, mais son corps est encore ici. Parce que nous avons le contrat de travail qui donne M. Bourgeois Lukaku a signé depuis 2014. Votre honneur. Une personne très expérimentée. Une personne très expérimentée. Pour ne pas être comme le ministère public qui vous allègue les faits sans vous brandir de preuves, nous avons un contrat de travail qui prouve que M. Bourgeois Lukaku c'est une personne expérimentée. Mais le ministère public, je ne sais pas, il a quel lien, dans l'imaginaire, je suis en train de dire, il a quel lien avec M. Bourgeois Lukaku. Alors, votre honneur, vous allez remarquer qu'il n'y a pas lieu de retenir toutes ces choses à la charge de notre client. Pourquoi? Parce que le ministère public, l'organe de la loi, au lieu de se référer à la loi, il nous évoque la doctrine. Et pourtant, c'est un organe de la loi qui doit se limiter à la loi. Il nous évoque la jurisprudence. En vertu de quoi il nous évoque la jurisprudence? Parce que nous le savons tous que la jurisprudence n'est pas une source du droit. Il n'y a pas de base légale. Lorsque vous lisez l'ordonnance du 14 mai 1886, son article 1er, vous lisez l'article 53, il y a 4. La jurisprudence n'est pas une source du droit. Pourquoi il a évoqué ça? Alors, votre honneur, vous allez remarquer qu'il y a le doute profite à l'accusé, une double proéon. Pourquoi? Parce que la charge de la preuve incombe à la personne qui allègue le fait. Alors, qu'en est-il lorsque la personne allègue le fait et qu'il n'a pas de preuve? Ce qui revient à dire, le doute profite à l'accusé.